Madame, Monsieur, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futurs Médias. On se retrouve pour Soir d'Info. La suite, ce soir, on reçoit Madame Madina Tall. Bonsoir. Bonsoir Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ivoirienne, oui. Je le précise, analyste politique et géostratégique, diplômée en études stratégiques, sécurité et politique de défense. Vous êtes également chercheuse sur les questions de terrorisme dans la zone sahélienne. Avec nous pour revenir sur la crise politico-judiciaire que traverse, on peut le dire, le Sénégal. Précisez d'ores et déjà que vous résidez actuellement au Sénégal dans le cadre de vos travaux. Donc vous avez vécu avec les Sénégalais ces événements. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quelle analyse en faire selon vous? Déjà, merci pour l'invitation et avant tout propos, permettez-moi justement de saluer la mémoire des morts déplorés durant ces événements et justement d'adresser mes sincères condoléances à toute la nation sénégalaise. Effectivement, comme tout le monde l'a constaté, ces événements ont été marqués par des violences qu'effectivement je déplore et aussi des actes de vandalisme, de banditisme qu'il ne faut certainement pas encourager. Mais je pense que la réalité est que ces manifestations ont mis véritablement à nu. Donc la défiance politico-sociale qui existe aujourd'hui entre les citoyens et l'État, autour justement de l'épineuse question du destin des Sénégalais qui sera décidé lors des élections présidentielles de février 2024, alors même que de grandes figures de l'opposition comme Karim Wade, Khalifa Sall ou encore récemment Ousmane Sonko sont peut-être hors de la course à la présidentielle. Et comment justement expliquer cette défiance? Vous avez parlé de défiance entre l'État. Exactement. Comment expliquer cette défiance selon vous? Qu'est-ce qui l'amène? Exactement. Je pense que d'abord, ce ne sont pas simplement des réactions sociales, mais c'est aussi et surtout des manifestations qui symbolisent, je pense, qu'un meeting populaire pour la justice sociale, pour une meilleure amélioration des conditions de vie, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, on assiste à une sorte d'insatisfaction générale d'une partie de la population ou de la majorité des jeunes justement, aux réponses qui sont apportées à leurs problématiques. Les questions éminemment sociales liées au chômage des jeunes, à la bourse des étudiants, à la cherté de la vie, au coût excessif du logement, ont été des raisons qui ont tout aussi animé ces manifestations. Et l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que le ras-le-bol est consommé chez les jeunes et la politique du spectacle ne les intéresse plus. Ils ont très concrètement besoin d'investissements pour leur formation, d'opportunités de travail avec un salaire décent pour se sentir effectivement participer au développement du tissu socio-économique. Il n'y a pas que la politique en fait. Ça a été l'élément déclencheur, mais pour vous, il y a d'autres questions de fond. Exactement, il y a d'autres questions de fond et on peut en parler également, les dérives antidémocratiques, notamment la question du népotisme, de la corruption, des scandales de détournement qui nécessitent et soulèvent d'ailleurs une colère forte chez la jeunesse qui ne se reconnaît certainement plus en un gouvernant qui s'accapare les richesses, qui vit dans l'opulence au détriment donc de certains jeunes ou une partie de la population qui survit dans cette démocratie à ciel ouvert. Pour vous, donc, il s'agit d'une brutalité de la politique socio-économique qui, en fait, ce qu'on a vécu est une résultante d'une brutalité de la politique socio-économique. On peut le dire comme ça, mais surtout par brutalité politico-sociale, définissons-la par l'insatisfaction justement des jeunes par rapport aux réponses qui sont apportées par le politique. Et je pense que c'est cette insatisfaction-là, cumulée à une demande peut-être populaire ou de jeunes, d'alternance politique, de rafraîchissement du paysage politique, et également certaines questions peut-être de la perception générale d'une instrumentalisation de la justice à des fins électoralistes ou voilées de certaines personnes. Donc c'est vraiment et véritablement une accumulation de problèmes politiques, de problèmes de société et de problèmes liés justement aux nouvelles aspirations d'une partie de la jeunesse. Rappelez qu'on a assisté vraiment à 2 jours de révolte, de pillage et de saccage. On en parlait tout à l'heure même à l'étranger. Ce fut le cas avec les consulats généraux. C'est peut-être intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité, ce regard africain sur la situation au Sénégal. L'acmé des manifestations derrière nous, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a parlé de l'infiltration des forces occultes pour les autorités sénégalaises. Ces actes sont organisés, coordonnés pour déstabiliser le Sénégal. Je rappelle que vous êtes chercheuse sur les questions liées au terrorisme. Quel crédit donnez-vous à ces assertions?
Alors, en ma qualité justement d'analyste et de chercheuse, et pas du tout politique d'ailleurs, mon rôle n'est pas de discréditer justement les propos du ministre Diom en sa qualité de ministre de l'Intérieur. Donc, je considère très fortement qu'il sait de quoi il parle. Mais je pense qu'il a des renseignements. Il a des renseignements. Et je pense très sincèrement qu'en temps de crise, comme celle que vit justement le Sénégal, je pense que l'essentiel des efforts, l'ensemble des efforts doivent converger vers des solutions de sortie de crise. Et justement, les premiers pas d'un apaisement souhaité commencent par des paroles fédératrices qui, justement, à mon avis, déconstruiront les intentions peut-être voilées de ces forces occultes dont parle Monsieur le ministre. Le Sénégal a longtemps été un modèle de stabilité. Pourquoi des forces occultes, terroristes, groupes armés, bref, on ne va pas s'arrêter sur la sémantique. Pourquoi ces organisations veulent mettre le grappin finalement sur le Sénégal? Quel est l'enjeu stratégique selon vous? Monsieur Cheikh, je pense que justement, par rapport au contexte que vit le Sénégal, la sémantique est importante. Parce que vous serez d'accord avec moi de dire que à chaque projet, aussi obscur soit-il, obéit un objectif et un enjeu bien précis. Donc si je prends les propos du ministre Diom qui parle de force occulte qu'il n'a explicitement pas nommé ni défini. Alors je pense que leur enjeu serait de déstabiliser le Sénégal, comme a dit le ministre, et à des fins que seules des forces occultes, évidemment. C'est dans le politiquement correct, hein. Il ne va pas non plus oui, bien sûr. C'est pour ça que des mots pour apeurer la population. Bien sûr, le but ce n'est pas d'apeurer la population, mais justement je pense que l'utilisation de la sémantique a tout son sens ici, et je pense que l'enjeu serait de déstabiliser effectivement le Sénégal. Mais à contrario, si nous parlons des groupes armés terroristes, qui, on le sait, sont déjà en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans les pays sahéliens qui sont touchés de plein fouet par le terrorisme. Exactement. Et je pense que l'enjeu stratégique, car ce sont eux des ennemis déclarés de la République, l'enjeu stratégique pour eux, ça serait de s'implanter au Sénégal et justement de devenir un acteur de la gouvernance en concurrence de l'État. Et par l'instauration évidemment d'un califat islamique comme projet initialement prévu dans les pays du Sahel. Et on est heureusement loin de tout ça. Rappelons-le, Madi Natal, en juillet 2021, l'ex-chef d'état-major des armées de la France avait prophétisé la contagion terroriste au Sénégal. Il s'agit du général d'armée François Lecointre. C'était lors d'une conférence à Panthéon-Sorbonne, la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains, évoquant la nouvelle offre d'engagement de la France. Il avait parlé de cette possible contagion. Tendez l'oreille et écoutez justement jusqu'à la fin. Cette nouvelle offre d'engagement que nous faisons, il faut la faire non seulement au Mali, il faut la faire non seulement au Niger, non seulement au Burkina Faso, mais il faut la faire aussi à l'ensemble des pays de l'Ouest africain. Parce qu'aujourd'hui, cette contagion terroriste, elle a atteint d'ores et déjà la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo. Et que je pense qu'elle va s'étendre au Sénégal. Elle va s'étendre au Sénégal. Alors, permettez-moi, avant de vous redonner la parole, de remettre cette séquence, cette interview dans son contexte, parce que c'est important. Nous étions en 2021, cette intervention, avant de poursuivre. Nous sommes en juillet 2021, à l'occasion d'une conférence à l'université Panthéon 1, Sorbonne, la chaire des grands enjeux stratégiques contemporains. Le général d'armée François Lecointre parlait de la nouvelle offre d'engagement de la France au Sahel, mais il a cité le Sénégal, comme vous venez de l'entendre, comme pays qui pourrait être une cible. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le savait, Madi Natal, mais quand ça sort de la bouche d'un officier de cet acabit, ça interpelle, même si c'était en 2021. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire, quelle inspiration, mais la menace est réelle. La menace est réelle, hein. Et je pense justement que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un secret de polichinelle. Et je pense très certainement que le Sénégal se prépare sur tous les plans. Mais la question véritablement, ça sera de savoir quelle réponse apporter à cette menace une fois. On ne souhaite pas qu'elle touche le Sénégal, mais une fois là, comment le Sénégal va réagir? Quelle résilience le Sénégal adoptera? Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit justement tirer les leçons des stratégies de lutte contre le terrorisme qui ont été déjà enclenchées par les États du Sahel. Mais surtout, le Sénégal doit éviter que ces vulnérabilités internes, liées justement à des problématiques socio-économiques de base, puissent être des aubaines pour ces personnes, ces groupes armés terroristes qui ont des projets de déstabilisation
situation justement du Sénégal. C'est un îlot de stabilité dans un cercle de feu, mais il ne faut pas que le feu vienne de l'intérieur. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Ces 2 dernières années, on va essayer d'avancer un tout petit peu, ces 2 dernières décennies, on a vu le retour du rapport de force comme modèle de règlement des conflits partout dans le monde. Hein. On peut remonter jusqu'à la guerre en Irak en 2003, passant par le conflit malien, un peu plus proche de nous. Le conflit le plus récent, c'est la guerre en Ukraine. L'usage de la force, de la manière la plus brutale, semble faire son retour, semble être privilégié. Qu'est-ce qui l'explique selon vous ? Plusieurs facteurs expliquent cela, au nombre desquels justement la polarisation des relations internationales même, du fait de la reconstitution des 2 blocs. D'une part, le bloc occidental qui est conduit par Washington et qui englobe l'Europe et une partie de l'Asie, notamment le Japon, et d'autre part le bloc eurasiatique dont les têtes de liste sont la Russie et la Chine, qui sont soutenus par des États forts comme l'Inde et le Brésil. Mais au-delà de ça, je pense que les enjeux de géopolitique et de géostratégie actuels qui sont fortement liés justement à la conquête vers les ressources naturelles, à la volonté de réaffirmation de la puissance de certains États et de leur positionnement sur la scène internationale. Tout cela, il faut le rappeler quand même dans un contexte où le droit international lui-même est appliqué à géométrie variable et souvent remplacé par des règles de circonstance. Donc tout ces facteurs concourent justement à ce que la force devienne le bras armé des diplomaties qui ont souvent échoué et surtout d'une volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial. La guerre est un peu plus rapidement déclarée. Les pays qui n'en veulent pas, je parle de l'Ukraine. L'Ukraine ne voulait pas la guerre, pourtant celle-ci lui a été imposée. Donc il y a vraiment, on a vécu une décennie de brutalité. Exactement, il faut le dire. C'est véritablement une décennie de brutalité. Mais je pense qu'il faut en appeler justement à la responsabilisation des États. Parce que je pense très certainement que l'Afrique parce que l'Afrique, nous sommes dans un monde complètement mondialisé. Et je pense que le monde n'a pas besoin d'une autre guerre mondiale, qu'elle soit directe ou indirecte. Alors, vous avez parlé de l'Afrique. Parlons de l'Afrique et de la démocratie, qui semble vaciller, on peut le dire comme ça, dans la région ouest africaine, puisqu'on est là. Il y a eu une cascade de coups d'État. La question du 3e mandat déclenche beaucoup de passions. De quoi souffre la démocratie en Afrique? Est-ce qu'elle est vécue ou subi par les populations? Je pense très sincèrement que la démocratie souffre de sa propre perversion. C'est-à-dire aux standards autocratiques, dictatoriaux ou encore carrément monarchiques. On a fait aujourd'hui sur notre continent de l'antidémocratie la norme, au rang desquelles justement s'inscrit l'anticonstitutionnalité. Il faut le dire, la démocratie est la forme de gouvernement la plus épousée aujourd'hui dans le monde. Absolument. Mais sa pénétration, on ne le dira jamais assez, sur le continent africain, n'a pas su tenir compte de nos réalités africaines. Et encore aujourd'hui, la perception que cette démocratie a été imposée, que sa gouvernance a été dictée ou est dictée, ou encore que ses gouvernants sont malmenés, crée de la méfiance et de la défiance chez les populations et les rend justement insatisfaits de l'offre démocratique. Mais sur une dose d'optimisme, je pense que de plus en plus, cette volonté de rupture avec la mauvaise gouvernance est affirmée par les populations et surtout les jeunes, grâce à l'éveil des consciences, grâce aux réseaux sociaux, mais aussi et surtout à la force de la jeunesse qui aujourd'hui, très sincèrement, nourrit de nouvelles aspirations. Pour vous, donc, il faut créer une démocratie à l'africaine, mais est-ce que ça marche? La démocratie, elle est universelle, non? Alors, je pense que les principes démocratiques sont universels et je suis personnellement partisane du fait qu'il n'y a pas une démocratie, mais il existe des démocraties. Je pense très sincèrement que pour le cas de l'Afrique, nous devons trouver le meilleur équilibre entre démocratie sociale pour répondre véritablement aux problématiques, aux aspirations des peuples et démocratie politique qui obéit souvent donc à des intérêts beaucoup plus étatiques, institutionnels, voire politiques et géopolitiques. Nous devons réinventer donc notre démocratie. Notre démocratie et quand on parle de démocratie, on pense aux constitutions et malheureusement ces constitutions-là, en tout cas celles des pays francophones pour la plupart ont été importées de la constitution de 1958 en France. À partir de ce moment, est-ce que c'est là qu'il va falloir travailler? C'est un grand chantier quand même. C'est un grand chantier, je pense qu'on ne doit pas être pressé parce que toutes les grandes nations se sont quand même construites sur un temps long avec chaque période de l'histoire a eu son temps de crise, a eu son temps son temps de paradis, son temps de paix. Et je pense que nous sommes dans un cycle long, perpétré certes d'embûches, mais je pense que
par justement la détermination des hommes convaincus que nous avons sur le continent, par l'envie des peuples de créer des nations, on pourra arriver véritablement à reconstruire notre démocratie. Et qui va donner le là? Est-ce que ce sera la jeunesse? Parce qu'on voit que la jeunesse, elle en redemande et elle sait surtout ce à quoi elle a droit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a match entre le monde d'avant, si je peux l'appeler ainsi, et cette jeunesse qui n'arrête pas de pousser? Est-ce que la nouvelle démocratie que vous appelez de vos voeux va venir de cette jeunesse qui en veut aujourd'hui? En tout cas, il faut y croire, parce que la jeunesse représente plus de la moitié, il faut dire comme ça. Au Sénégal, la moyenne d'âge, c'est 19 ans. Exactement. Donc, la jeunesse constitue justement la majorité de la population en Afrique. Et c'est justement pour ça qu'il faut croire en elle, croire en ses capacités, en ses aptitudes et surtout à la discipline qu'elle va s'auto-appliquer pour éviter les erreurs de nos vieux démons qui nous hantent jusqu'aujourd'hui. Alors, Madina Tall, vous parcourez l'Afrique dans le cadre de vos travaux. Ce nouveau narratif, comment l'écrire pour qu'il parte d'ici, ce nouveau récit? Est-ce qu'on se parle assez entre Africains pour écrire notre propre récit? Alors, on parle beaucoup, mais sans en retenir l'essentiel, selon moi. Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de sommets Afrique-France, Afrique-Chine. Même la société civile africaine a été reçue à Montpellier par le président français. Mais entre nous, est-ce qu'on se parle assez pour écrire notre propre narratif? Mais justement, on se parle beaucoup sans se parler forcément très franchement. Je pense qu'on ne se parle pas assez franchement. On n'ose pas assez prendre les risques qu'il faut prendre justement pour enfin trancher avec ce classicisme politique, rompre avec l'assistanat colonial. Alors disons-le comme ça. Gentiment, bien sûr. Avec cet assistanat colonial, il faut, je pense, sortir des chaînes dont nous avons véritablement la clé aujourd'hui. Notre destin, je ne suis pas de ceux qui pensent que le destin de l'Afrique est entre les mains d'autres personnes. Le destin de l'Afrique est entre les mains des Africains eux-mêmes. Il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on soit convaincu de nos actions, et il faut qu'on soit déterminé, il faut qu'on soit des jusqu'au-boutistes justement. Alors c'est intéressant, l'Afrique francophone est désormais à couteau tiré entre le dégagisme occidental et l'acclamation russo-chinoise. À qui profite le crime? J'ai envie de dire, mais je veux dire à qui profite cette mutation en cours? Alors, permettez-moi de reformuler votre question. Allez-y. À qui doit profiter justement cette mutation? Je pense très sincèrement que cette mutation doit profiter aux Africains. Pourquoi? Parce que les Africains doivent saisir justement ces nouvelles offres des anciens partenaires ou des nouveaux partenaires, qu'il faut le dire, sont en opération séduction sur le continent. Ils doivent saisir ces opportunités pour rétablir véritablement des partenariats gagnant-gagnant pour l'intérêt de l'Afrique. Ils doivent sortir justement de la dépendance internationale. Et aussi et surtout, ils doivent être véritablement compétitifs au niveau régional et international par la valorisation du savoir-faire local et des potentialités nationales. De Gaulle disait, pour paraphraser cette phrase qu'il a eu à utiliser, il disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et je pense justement que c'est dans l'esprit de cette citation que les gouvernants et les peuples africains doivent s'inscrire dans leurs relations présentes et futures avec les partenaires. Que ce soit la Chine, la Russie, la France. Aujourd'hui, cette diversité de partenaires peut justement servir à l'Afrique peut justement servir aux Africains de réécrire leur identité stratégique, notamment dans les relations internationales et dans la coopération économique. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. C'est une déclaration de Barack Obama en 2009, à Accra, on s'en souvient tous. Est-ce que vous croyez quand même dans ce concert-là et ces musiques que nous entendons un peu partout dans le continent, que ce soit ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, chez vous, au Bénin, au Togo? Est-ce que vous croyez à l'homme providentiel, celui qui va venir et tout changer? Alors, si nous sommes d'accord de dire que l'homme providentiel est celui-là qui est prophète de paix, par exemple, à l'image de Mandela, ou encore bâtisseur de nations, comme à l'image de Paul Kagame, ou même porte-étendard de la démocratie, comme Rawlings, et même... Paul Kagame, que l'on présente quand même comme un despote éclairé. Oui, mais enfin... Oui, peut-être. Ou encore comme apôtre de l'africanité à l'image de Senghor. Aussi. Alors, peut-être on a besoin d'hommes providentiels aujourd'hui. Mais on n'a surtout pas besoin, parce que je pense que c'est ce qui est important, on n'a surtout pas besoin d'hommes sans conviction. Nous n'avons pas besoin de marionnettes. Nous avons aujourd'hui besoin de gouvernants
et d'élites qui sont convaincus de leurs actions, qui sont déterminés dans leurs intentions et surtout qui ont l'Afrique et les Africains dans le cœur par des actes concrets qui ont un impact sur le quotidien, sur le panier de la ménagère et non pas seulement des grands discours politiques, des grands chiffres et l'exaltation des économies à double vitesse ou la macro. Voilà, la macroéconomie et mettre les populations dans l'illusion d'une Ferrari. Donc voilà. La Côte d'Ivoire, on va parler quand même de votre pays qui a connu une crise post-électorale en 2010 suite à la contestation des résultats en second tour de la présidentielle par Gbagbo Laurent. Quelles sont les similitudes, pour faire le parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, quelles sont les similitudes entre les germes de la crise ivoirienne et ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Alors je pense que nous ne sommes ni sur les mêmes intérêts politiques, ni sur les mêmes enjeux électoraux, d'autant plus que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a intervenu postérieurement au processus électoral, sur fond d'identitarisme quand même très affirmé, alors que pour le cas du Sénégal, nous ne sommes pas encore là. Et puis je pense aussi que l'histoire politique de ces deux pays et la réalité de leur paysage politique ne permet pas de les comparer, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est la résultante de multi-crises politiques et le Sénégal a été jusqu'à aujourd'hui un modèle de démocratie et de stabilité dans la sous-région. Nous le sommes toujours quand même. Espérant, et je pense justement que pour cette dernière raison, personne ne doit accepter de porter le poids historique d'une rupture démocratique au Sénégal. Madi Natal, merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes ivoirienne, c'est important pour vous que je le dise, diplômée en études stratégiques, sécurité et politique de défense, chercheuse sur les questions de terrorisme dans la zone sahélienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi la suite Soir d'Info. C'est un immense plaisir de vous servir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.